Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Je m'appelle Romain, Et je m'appelle JC. Abonnez-vous à notre podcast sérieux mais pas trop. pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples et leur territoire au premier millénaire. Ceci est l'épisode 14, Maudit marécage. Contrairement à ce qu'ont inventé les auteurs du Moyen Âge, l'apparition des Francs est tout sauf une épopée à couper le souffle. Pas de passé glorieux pour justifier leur naissance, pas de grand roi mythique conduisant une grande migration d'un autre coin d'Europe du peuple pour venir défier Rome sur ses frontières. Tout ça, c'est du bullshit, comme diraient nos amis saxons. Non, des débuts carrément moins reluisants en fait. Une simple ligue de pillards qui s'est soudée au fil du IIIe siècle, des guerriers venant des tribus et des clans du bord du Rhin qui se structurent en bandes et se font connaître peu à peu sous ce nouveau qualificatif de... Alors ok, on dirait un peu des gangsters qui choisissent de se donner un surnom clinquant, histoire d'attirer tous les desperados de la région et de faire peur à tous les autres habitants. Et dans les grandes lignes, c'est sans doute à peu près ce qui s'est passé. Explorons donc dans cet épisode comment ces hommes ont trouvé une occasion en or de vraiment commencer à faire parler d'eux dans les histoires romaines à partir de 250. Étrangement, la scène d'introduction ne se trouve pas autour du Rhin, mais au bord de l'autre grand fleuve du coin, le Danube, comme nous allons le voir dans cet épisode. Alors revenons un peu en arrière pour essayer d'expliquer comment l'arrivée des Francs bénéficie d'un contexte très particulier dans l'histoire romaine. Car décidément, les opérations en Germanie de Maximin le Thrace en 235 n'ont pas eu que des résultats heureux. Cet empereur bagarreur, moitié homme, moitié géant, selon l'histoire auguste, avait ses propres raisons de politique intérieure romaine pour se lancer dans une opération de pacification d'outre-Rhin, un grand coup qui devait asseoir sa popularité et sa gloire pour les troupes et le Sénat romain. Mais moins de 15 ans après la tornade Maximin en Germanie, difficile de dire exactement ce qui a été accompli. Et à mon avis, pas grand-chose. D'abord, sa prise de pouvoir n'a pas été si solide que ça, puisque seulement 3 ans après, ses propres troupes lui ont fait subir exactement le même traitement que celui infligé à l'empereur Alex en 235. Les légionnaires qu'il avait amenés à Aquilée en Italie du Nord pour mater une rébellion en ont eu assez de son règne de brute épaisse, si on en croit les auteurs. Ces soldats, fatigués du siège interminable de la ville, ont cerné Maximin et son fils aîné dans leur tente de commandement et les ont massacrés sans autre forme de procès. Et pour faire bonne mesure, ils ont envoyé leurs 2 têtes pour les enfoncer sur des pics. Sans doute une bonne manière à la romaine de se faire pardonner aux yeux des rebelles qu'ils étaient venus anéantir. Sur une échelle de succès de 1 à 10, je vous laisse donc noter la réussite de Maximin pour stabiliser l'Empire et imposer sa propre dynastie. Mais il y a pire d'une certaine manière si on prend l'angle qui nous intéresse vraiment. Le grand fait d'armes de Maximin, sa grande campagne de 235 contre la menace des Alamans, n'a absolument pas réglé le problème de l'Est. Au contraire, la menace des ligues germaniques s'est dédoublée en fait, en quelques années seulement. Les Romains, au tournant de 250, n'ont plus une ligue de pillards à gérer sur le Rhin, mais deux. Les Francs deviennent tout à coup la nouvelle menace de Germanie sur la basse et la moyenne vallée du Rhin. Une ligue aussi agressive et incontrôlable que celle de leurs voisins sudistes que Maximin était venu détruire. Je te vois venir, petit bonhomme. Tu sous-entends que c'est encore un échec critique de notre ami Maximin, c'est ça? Il n'a absolument pas détruit la Ligue des Alamans, et en plus, quelques années après son passage, c'est une deuxième ligue qui se constitue à la frontière. Je te trouve un peu dur. Maximin est-il vraiment le seul responsable? Comme on l'a dit, le label franc est un processus d'ethnogénèse long. Oui, je sais, c'est un mot compliqué. Et pour vous faire simple, on ne cherche pas à vous faire croire que ce sont des gentils bergers qui habitaient là en 235 et qui tout à coup vont se transformer en bêtes féroces. Il s'agit en fait plutôt d'une transformation progressive de peuplades vivant dans cette région, qui explique la naissance des ligues. Et c'est sans aucun doute plus lié à des déséquilibres démographiques et sociaux sur des décennies qu'à une campagne éclair d'un empereur romain. Comme ça, au feeling, je dirais que Maximin et ses légionnaires n'ont probablement aucune responsabilité là-dedans. Mais au moins,
On peut dire que son règne court et troublé, comme sa main de fer, n'ont absolument rien réglé à la situation au moment où l'Empire romain commence sérieusement à partir en vrille. Et oui. D'ailleurs, il est peu probable que les contemporains de Maximin réalisent que son règne marque en fait le début d'une longue série de catastrophes pour l'Empire. Catastrophes bien distinctes de tous ces problèmes sur le Rhin en fait, et qui occultent un peu la naissance officielle du peuple des Francs à côté des Alamans. Car les auteurs romains sont tous très clairs sur l'ordre des priorités qui s'imposent à Rome dès la chute de l'empereur Maximin. Et dans cette liste, on peut citer au moins trois choses plus importantes à leurs yeux que les soucis liés à la frontière avec la Germanie. Alors, la priorité numéro un à partir de 238, c'est clairement de savoir qui va monter sur le trône et y rester. Les guerres civiles et les usurpations vont aller bon train pendant les décennies suivantes. Et la majorité des troupes vont être plus occupées à suivre un chef ou un autre dans une succession de révoltes et de batailles que de s'occuper de ce qui se passe derrière le limès. La triste fin de Maximin n'est pas l'exception. En réalité, c'est la nouvelle règle pour les Gordiens I, II, III et autres Philippe l'Arabe et Pupien et Balbinus et tous les autres empereurs éphémères à la tête de l'Empire pour quelques années ou quelques mois, voire même quelques semaines. Les guerres civiles n'occupent pas qu'une poignée de chefs, mais des armées entières jetées dans la mêlée pour établir un successeur sur le trône. En tout cas pour un temps, car en 249, c'est l'empereur Trajandès qui a réussi, au prix d'une énième guerre civile, à prendre un contrôle relatif de l'Empire et à ramener un peu de calme dans un monde romain politiquement tourmenté par les nombreuses usurpations. Et puis, nous avons aussi les priorités 2 et 3 qui font surface dans les textes. Deux autres affaires critiques qui sont dictées par des menaces existentielles aux frontières, en plus des usurpations. Deux énormes conflits en perpétuelle évolution qui traversent toute cette époque, avec des ennemis redoutables qui vont faire sérieusement vaciller l'Empire romain, déjà affaibli par les luttes internes. Deux peuples prêts à venir tout brûler dans l'Empire et se servir dans ses immenses richesses, alors que les luttes paralysent l'Empire. Ah, donc tu veux parler des Francs et des Alamans, c'est ça? Ces deux peuples de pieds nickelés des frontières? Euh, non, en fait, on parle des Sassanides et des Goths. Comme on le disait, si on suit les textes, tout le monde a momentanément un peu oublié les Germains, en fait. Alors parlons de la priorité numéro 2, que sont les Sassanides. Les Sassanides, c'est l'autre superpuissance de cette période de l'Antiquité. Nés sur les ruines de l'Empire parthe, qui contrôlait tout le Proche-Orient actuel, ils dirigent un État formidable, s'étendant autour de l'Irak jusqu'à l'Afghanistan moderne, et sont engagés dans une lutte sans merci avec Rome pour la prédominance à l'Est. Si un calme relatif s'est établi autour de 250 entre les deux empires, tout le monde sait que la partie n'est pas terminée. Ce n'est qu'une question de temps avant que la prochaine manche n'oppose à nouveau les deux adversaires. Et ce théâtre d'opération a déjà occupé une grande partie de des dernières décennies à Rome. C'est de là que revenait l'empereur Alex en 235, si vous vous souvenez, avant de se faire exécuter à Mayence. Et ce théâtre va rester un sujet de préoccupation pour l'Empire encore pendant un certain temps. Un conflit ouvert ou larvé sur plusieurs siècles, avec plus de rebondissements, plus de batailles catastrophiques et plus de coups du sort que dans la plupart des autres histoires embrouillées des Romains avec leurs voisins. Mais on en reparlera. Quant à la priorité numéro 3, là, les Goths, c'est une toute autre affaire. Les Goths sont le peuple barbare, comme disent les Romains, qui commence à s'attaquer sérieusement à l'Empire sur sa frontière danubienne à partir de cette époque. On peut voir de très nombreuses similitudes entre Goths d'un côté et Francs et Alamans de l'autre. Un autre peuple originaire culturellement du grand monde germanique, une confédération de tribus et de clans à l'ethnogénèse difficile à retracer, mais qui semble s'être agglomérée autour de la mer Noire. Quoi qu'il en soit, une nouvelle confédération puissante qui apparaît une nouvelle fois au contact des Romains et commence ses incursions à partir du début du IIIe siècle autour du Danube. La grande différence aux yeux des Romains entre nos deux groupes de barbares, c'est la puissance de cette ligue goth. On ne parle plus de petites incursions de quelques bandes comme sur le Rhin, mais de véritables armées de dizaines de milliers de pillards qui déstabilisent la Grèce et les Balkans actuels. Au point où notre Maximin le Thrace, encore lui, a dû quitter son inoubliable campagne contre les Alamans de 235, si vous vous souvenez, pour partir lutter contre eux. Et apparemment, leur promettre un paiement régulier de la part de Rome pour les garder en paix de l'autre côté du Danube,
quelques mois avant son propre meurtre. Et oui, apparemment, Rome aurait accepté de les payer pour avoir la paix sur la frontière. Ce qui n'aurait rien de bizarre si vous vous rappelez les débuts de l'empereur Alex. Rome manie alternativement depuis longtemps la carotte financière avec ses voisins, comme le bâton des grandes campagnes militaires. L'arrangement a pu durer un certain temps, avant que Rome ne se lasse de payer au bout d'un moment. De toute façon, les empereurs de l'époque avaient toujours besoin d'argent, notamment pour les priorités 1 et 2. Donc là non plus, pas de quoi s'étonner. Sauf qu'en 249, le général des légions du Danube, le Trajan d'Est dont on vient de parler, a dû, surprise, surprise, retirer ses troupes pour aller déposer l'empereur précédent et prendre sa place. Un choix stratégique logique dans le cadre de la guerre civile de Rome, mais qui n'est pas passé inaperçu aux yeux des Goths. Goths vraisemblablement irrités du changement de ton à leur égard à Rome. Goths soumis eux aussi au grand mouvement de population dans l'espace germanique à l'est de l'Europe dont nous avons parlé, et bien conscients de la faiblesse du limès à ce moment-là. Ce qui fait quand même beaucoup de bonnes raisons pour certaines bandes de barbares de passer à la vitesse supérieure autour de 250. Sous l'impulsion d'un chef de guerre appelé Kniva, une immense armée traverse le Danube et commence à nouveau à ravager les Balkans. Oui, en effet, vu comme ça, on comprend bien que les auteurs romains se focalisent plutôt sur les sujets qui préoccupent vraiment l'Empire. Des sujets bien plus chauds pour leur quotidien et leur sécurité que ces bandes de Germains du Rhin. Et depuis une bonne décennie, entre les deux usurpations impériales et la trêve progressive qui s'est installée avec les Sassanides, ce sont en effet les Goths qui font parler d'eux, et pas forcément quand bien. Les Germains n'ont sans doute pas disparu pour autant. En tout cas, sûrement pas aux yeux des légionnaires romains restés sur le Rhin, qui doivent se les coltiner au quotidien. C'est juste que la breaking news de 250, c'est Kniva et Sego sur le Danube. Une rencontre qui va sûrement produire des résultats intéressants, je présume. Qu'est-ce que les Francs savent de tout ça et des autres priorités de Rome? Difficile de le savoir précisément comme toujours, en l'absence de traces directes de leur part. Mais on peut former l'hypothèse raisonnable qu'ils ont tout de même une petite idée de ce qui se passe ailleurs dans l'Empire. D'abord, les contacts diplomatiques existent d'une manière ou d'une autre entre Rome et certains chefs germains, particulièrement ceux qu'ils soutiennent. Et puis, il y a toujours les contacts commerciaux autour du limès. Les marchands sont là et ils interagissent quotidiennement avec les soldats et les populations des deux côtés de la frontière. Finalement, il y a la simple observation passive des mouvements de troupes des Romains qui doivent se faire plus ou moins discrètement entre garnisons. Et donc, même sans contact direct, qui existe cependant, les Germains du Rhin doivent percevoir au moins en partie ce qui se passe du côté de l'Empire. Comme nous l'avons dit, tous ces autres événements ont inévitablement un impact sur les allocations de légions dans les diverses régions romaines. Et au fur et à mesure qu'il faut soutenir une offensive sur le Danube ou à l'est contre d'autres ennemis, ou qu'une nouvelle guerre civile mobilise les troupes de chaque prétendant, les légions massées aux frontières du Rhin sont évidemment mises à contribution. Nous n'avons pas de preuves, faute de texte. Mais je pense qu'on peut quand même faire le pari que certaines informations filtrent vers les Germains. Les Francs et les Alamans n'ont peut-être pas les derniers détails de ce qui se passe à Rome. Et j'imagine qu'ils n'ont pas reçu le dernier mémo sur les nouveaux dirigeants à la tête de l'Empire ou sur la situation politique avec les Sassanides. Mais comme on l'a déjà dit, barbare ne rime pas forcément avec stupide. Et ils doivent certainement avoir des yeux et des oreilles pour interpréter les différents signaux qu'ils reçoivent du côté romain. Et, peu après l'été 251, il est clair que les chefs francs et alamans apprennent une grande nouvelle qui va changer tout pour eux et leurs voisins. L'empereur Trajandès vient de mourir. Vous me direz, ce n'est que le 12e depuis l'empereur Alex. Ok, peut-être. Mais Trajandès a mis l'art et la manière. Car en juin 251, il a décidé de résoudre le problème numéro 3 de la top liste de Rome d'une manière définitive, en s'attaquant au chef Kniva et à sa troupe de Goths. Il faut dire que les Goths avaient commencé leurs incursions depuis les dernières années, en provoquant des ravages considérables dans les régions romanisées de la Bulgarie, de la Grèce et de la République de Macédoine moderne. Plusieurs mois pendant lesquels Trajandès a tenté de contrer mais sans succès leurs incursions géantes, et a dû se résoudre à les regarder piller la région en attendant de réunir assez de forces pour anéantir leur armée. Alors là aussi, tuons le mythe immédiatement sur le peuple des Goths.
Les auteurs font d'ailleurs référence à ce peuple soi-disant venu de Scandinavie, mais plus probablement se constituant par agrégation d'autres peuples autour du IIe siècle, quelque part au nord de la mer Noire. Mais à la manière des ligues alémaniques ou francs, dont on reparlera, ceux qu'on appelle les Goths, cette année-là, sont très sûrement une vaste coalition de Germains de l'Est. Des hommes issus de différentes tribus vivant sur une zone large, entre le Danube et la plaine ukrainienne. Leur chef Kniva est un Goth, mais sous ses ordres, on a probablement un paquet de guerriers d'origines différentes, incluant des Goths évidemment, mais aussi des Scythes et des Sarmates, pour n'en citer que quelques-uns. Et Trajandès trouve enfin l'occasion de se débarrasser d'eux à l'été 251. L'empereur romain a rassemblé une armée assez large pour intercepter Cniva et ses Goths qui remontent vers le nord chargés de butin pillés sur Rome, vraisemblablement pour essayer de repasser le Danube et se mettre à l'abri hors du territoire de Rome. Trajandès se dit que c'est le moment ou jamais, avec une grande bataille dont Rome a le secret et où notre empereur compte récupérer toutes leurs richesses, de détruire un ennemi redoutable pour l'Empire et de frapper un grand coup pour asseoir son pouvoir impérial encore un peu frais. Un 3 en 1 en quelque sorte. Les légions vont donc rattraper l'armée barbare en retraite et se jeter directement, sans trop de préparatifs, sur eux. C'est la grande bataille du IIIe siècle qu'on nomme Abritus, située quelque part en Bulgarie actuelle et déclenchée par Trajandès dans l'espoir d'en finir une bonne fois pour toutes avec les Goths. Une grosse ruée censée tout emporter avec elle. Sauf que les Goths vont faire un tout petit peu plus que se défendre. Ils vont réussir à piéger et anéantir les légions romaines en les attirant sur un terrain favorable. Une grande zone marécageuse parfaite pour une opération de défense bien menée. La furia de Maximin en Basse-Saxe, qui avait fini par l'emporter contre les Alamans, ne va pas marcher ce coup-là. En laissant les légionnaires s'enfoncer dans l'eau pour frapper leur première ligne de défense, les Goths déploient des réserves qu'ils avaient cachées jusque-là pour encercler l'armée romaine par les ailes. Et en renfermant le piège sur un terrain quasi immanœuvrable, les Goths anéantissent d'un seul coup l'armée lancée à leur trousse. Et en passant, tuent sur le champ de bataille l'empereur Trajandès, et pour bien faire, son fils aîné et successeur désigné. Abribus, tu dis? Bon, facile à se souvenir le nom de cette bataille. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont les Germains avec les marécages? Une fixette? Bon, en tout cas, joli coup pour une bande de barbares ignorants et incompétents que d'écraser la meilleure armée du monde en bataille rangée et d'éliminer le numéro 1 et le numéro 2 de l'Empire. Tout ça en une seule journée. Et puis, c'est surtout la première fois dans l'histoire romaine qu'un empereur tombe sur le champ de bataille. Et pas seulement à la suite d'une belle campagne et d'un coup du sort improbable. Non, c'est juste que les Romains se sont pris une belle branlée. Ça doit être dur pour le moral une défaite comme ça, j'imagine. Mais quelles peuvent bien être les conséquences à l'ouest? Après tout, c'est assez loin de Rome et des Germains du Rhin. Eh bien, oui et non, en fait, si on y réfléchit. Car il y a plusieurs conséquences à tirer d'une défaite pareille à ce moment-là. Conséquences qui vont directement impacter notre histoire. Tout d'abord, on ne parle pas d'un petit événement militaire. Abritus, et pas Abribus, est considéré comme une défaite du même niveau qu'Adrianople en 378 ou Teutobourg en 9 après Jésus-Christ. C'est une catastrophe sans précédent et peut-être le pire échec militaire romain du IIIe siècle. Non seulement la campagne générale a été coûteuse en hommes, avec plusieurs affrontements successifs, mais en plus, les textes, comme l'analyse du champ de bataille redécouvert au XXe siècle par les archéologues, confirment qu'au moins 3 légions ont été perdues à Abrictus. Alors d'accord, l'Empire romain reste puissant militairement à cette époque-là, avec des dizaines d'autres légions. C'est vrai. Mais elles sont éparpillées à travers tout l'Empire pour maintenir l'ordre et les garder toutes les frontières. Si on estime généralement qu'une légion peut aller jusqu'à 6000 hommes théoriques et qu'une telle force est complémentée par des troupes auxiliaires, un désastre pareil met quand même à mal tout l'édifice de sécurité du pays. Rome va devoir ramener des troupes pour protéger cette frontière et donc dégarnir les autres. Donc tu y vois une véritable catastrophe pour Rome. Il n'y a pas d'autre option que de trouver d'autres légions pour colmater la brèche et d'en former de nouvelles. Sauf que pas de bol, à partir de 250, une épidémie sans pareil va déferler sur l'Empire. Un virus terrible qu'on appelle la peste de Cyprien, qui va éclater et se répandre dans tout le monde romain. Une peste qui ressemble plus à la variole ou une fièvre hémorragique, et qui saigne littéralement l'Empire.
Autant dire qu'à Rome, dans ces années-là, la main-d'œuvre va manquer, et il ne va pas être facile de reconstituer son potentiel militaire. Et oui. Et en plus de la catastrophe numérique, il y a aussi une catastrophe morale. Bien entendu, Rome a déjà connu des défaites dans le passé, et des défaites même plus cuisantes, mettant presque en péril leur civilisation, comme durant les guerres puniques. Mais perdre militairement contre des barbares est différent de perdre contre une autre cité ou un autre roi. Pour une culture méprisant les Germains dans leur ensemble et leur culture tribale, cette bataille est une véritable claque. Perdre devant des hommes qu'ils considèrent comme des sauvages inférieurs est un échec terriblement douloureux pour Rome. Et ce n'est pas juste des hommes commandés par un homme malhabile, c'est l'empereur de Rome lui-même, le chef suprême de l'État et de l'armée, qui s'est engagé dans cette guerre. Impossible de blâmer un chef incompétent ou de l'erreur de casting dans le choix du général. Il n'y a personne de plus haut hiérarchiquement dans l'imaginaire romain. Pour être tout à fait clair, Rome doit véritablement mettre un genou à terre en 251 à la chute de Trajandès. Une défaite qui se double d'une humiliation historique sans précédent. D'ailleurs, selon l'historien byzantin Zosime, le général qui récupère les brimes de l'armée du Danube cet été-là est obligé de boire la coupe jusqu'à la lie pour éviter le crash total. Je cite, il ne leur permit pas seulement de rentrer avec le butin qu'ils avaient enlevé, mais il promit de leur payer un tribut annuel. Et il dut accepter qu'ils emmènent en captivité quantité d'otages qu'ils avaient chargés de fer. Ah d'accord. Non seulement Rome ne tente même pas de contre-attaquer, vu qu'ils n'en ont plus les moyens de toute façon, mais en plus ils doivent laisser partir les Goths avec le butin, et des prisonniers, et en plus leur verser un tribut. Pour les Goths, dans le genre le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, c'est pas mal. Si on veut voir la campagne de Maximin en 235 comme la machine militaire et logistique romaine tournant à plein régime, 251 démontre que l'armée romaine n'est pas imbattable. On est passé en 15 ans d'une campagne à succès contre les barbares sur leur territoire à une défaite colossale de Rome contre d'autres Germains sur son propre territoire. C'est un raccourci facile, mais en voilà le chemin parcouru en 15 ans, ou plutôt la dégringolade parcourue pendant ce temps-là. Une dégringolade qui ne fait que commencer. Car la fin brutale de Trajandès et de son successeur désigné qui était son fils ne peut signifier qu'une seule chose au IIIe siècle. La guerre civile, bien sûr. Vu que les meilleurs généraux vont se disputer immédiatement la tête de l'Empire en se déchirant dès les années suivantes. Des fois que Rome ne soit pas déjà assez affaiblie, la lutte pour le pouvoir va attirer toutes les troupes dans des conflits très, très loin des priorités aux frontières. Alors oui, pour les Francs et les Alamans, la nouvelle de la mort de Dès agit comme un véritable électrochoc. Le chroniqueur Zosime, qui continue ses écrits après la trêve humiliante acceptée par Rome suite à Abritus, résume ça d'une formule lapidaire, sans doute exagérée, mais qui résume bien la situation. Et je le cite à nouveau. Les empereurs n'ayant plus aucun moyen de s'opposer à ces désordres, furent obligés d'abandonner la défense de tout ce qui était hors de Rome. Alors, est-ce que la défense générale de l'Empire s'écroule littéralement en cette fin de 251? Sûrement pas totalement. Mais c'est tout de même un tournant pour Rome et ses voisins. D'abord, l'exemple donné par une armée de Goths, assez large et structurée pour se mesurer à Rome et vaincre ses légions, va inspirer tous les chefs barbares qui ont un compte à régler avec l'Empire. Un empire moralement et militairement en ruine qui représente tout à coup une occasion extraordinaire pour n'importe quel Germain ambitieux de base. L'armée romaine reste une force, mais une force qui n'a plus forcément l'agressivité ou la discipline nécessaire pour affronter ses ennemis, car elle est atteinte du pire mal qui soit, le doute. Mais ensuite, comme on l'a dit, les Romains doivent ramener des troupes rapidement sur le front du Danube pour limiter les dégâts dès la fin de 251 et dégarnir les autres frontières, à commencer par le Rhin. Et ces mouvements de troupes vont s'accélérer du fait de la guerre civile dans les années suivantes, évidemment. Pour les Francs et les Alamans, l'année 251 ressemble au point de départ d'une nouvelle aventure. Une opportunité en or, comme on dit, qui s'ouvre devant eux avec un ennemi déjà affaibli à la base et qui en rajoute dans l'autodestruction en réduisant progressivement ses propres défenses. Une opportunité qui ne se présente qu'une fois dans une génération. Une opportunité que les Francs et les Alamans ne vont sûrement pas laisser passer. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens.
le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.meropodcast.fr et à bientôt pour notre prochain épisode.